Mes parents ont dit qu'ils boycotteraient mon mariage si je n'invitais pas ma sœur, celle qui a secrètement couché avec mon fiancé pendant 6 mois. Je me souviens du jour où ils l'ont dit comme si c'était hier. La voix de ma mère était calme, douce, comme si elle me suggérait de choisir une robe différente, et non de pardonner la plus profonde trahison de ma vie. Et mon père, il est juste resté assis là, les bras croisés, hochant la tête en signe d'accord, comme si ce qui s'était passé n'avait aucune importance. Ils m'ont dit, toi et Sarah êtes sœurs. Les liens du sang sont plus forts que l'eau. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est ceci, Sarah a planté un couteau directement dans mon cœur. Et Ryan, l'homme que je pensais épouser, l'a enfoncé un peu plus chaque nuit. Alors, quand je leur ai dit que Sarah n'était pas la bienvenue à mon mariage, ils n'ont pas hésité. S'ils ne l'invitent pas, ont-ils dit, nous ne viendrons pas non plus. Ils pensaient me donner un ultimatum. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que j'avais aussi un choix. Et ce choix était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu venir. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous dire exactement comment j'ai répondu et pourquoi le jour de mon mariage sans eux s'est avéré être le jour le plus libre, le plus joyeux de toute ma vie. Je suppose que le début de la fin ne s'est pas produit le jour où j'ai trouvé ces emails, ni même le jour où j'ai mis Ryan à la porte de notre appartement. Non, si je suis honnête, et j'ai dû devenir très honnête avec moi-même ces derniers temps, cela a commencé bien avant Ryan, avant que la trahison n'ait un nom. Cela a commencé dans une petite maison de 2 chambres dans une banlieue endormie du nord de l'État de New York, où les murs étaient fins, l'amour était bruyant et les règles n'étaient pas écrites, mais fermement appliquées. Une règle en particulier semblait régir notre foyer. La famille passe en premier. Et dans notre famille, cela signifiait presque toujours que Sarah passait en premier. Je m'appelle Elise. Je suis la fille aînée de John et Mary, une âme studieuse et tranquille qui a appris très tôt que la paix dans la maison dépendait souvent de la rapidité avec laquelle je pouvais me fondre dans le décor. 3 ans après moi est venue Sarah, pleine d'entrain, impulsive. C'était le genre d'enfant qui laissait derrière elle une traînée de peinture scintillante et de règles enfreintes et qui, d'une manière ou d'une autre, était toujours la préférée. Je dis cela sans amertume maintenant. Du moins, j'essaie. Sarah était le genre de personne que les gens voulaient protéger. Elle avait cette capacité à briser des choses, des règles, des promesses, parfois des cœurs, et à être toujours pardonnée, toujours attirée dans les bras de quelqu'un avec douceur. Elle ne le pensait pas. En grandissant, nous partagions une chambre, un placard et, il semblait, mon identité. J'étais la sœur de Sarah, pas Élise. Les enseignants, les voisins, même les proches s'illuminaient quand ils la voyaient, puis me jetaient un coup d'œil avec une indifférence polie. « Oh, tu es là tranquille », disait-il, comme si cela expliquait tout. Nos parents ne cachaient pas leur favoritisme. Ils appelaient cela de l'amour, bien sûr. Ils l'enrobent de phrases comme « Sarah est juste sensible ». Tu es la forte. Elle a besoin de plus d'attention en ce moment. Tu as toujours été si indépendante, Élise. Nous ne nous inquiétons jamais pour toi. À 12 ans, j'ai appris ce que cela signifiait de s'effacer. Cette année-là, nos anniversaires tombaient un week-end, et mes parents ont décidé d'organiser une fête commune. Un gâteau, une liste d'invités, un projecteur. Mais tout dans cette journée criait Sarah. Les décorations étaient ses couleurs préférées, rose et or. La liste de lecture musicale était la sienne. Même les bougies sur le gâteau étaient en forme de son nom. Et quand elle a fait une crise de colère parce que son ami ne s'était pas présenté, c'est moi qui l'ai consolée le jour de mon propre anniversaire. Personne n'a remarqué que je n'avais même pas pu souffler les bougies. Cette nuit-là, j'ai pleuré seul dans notre chambre partagée. Et dans le lit superposé au-dessus, Sarah dormait profondément, son visage paisible et insouciant. Ce n'était pas seulement les anniversaires. C'étaient les pièces de théâtre scolaire où je jouais l'arbre et Sarah obtenait le rôle principal. C'étaient des tableaux de corvée mystérieusement effacés la semaine où elle était affectée. C'était mon père qui lui donnait sa vieille voiture à 16 ans et qui me disait « Tu te débrouilleras quand j'ai dû prendre le bus pour les entretiens à l'université. » Il y a un moment au lycée que je n'arrive pas à oublier, peu importe mes efforts. Je venais de gagner un concours de dissertation à l'échelle de l'État, ce qui m'avait demandé des semaines de préparation, de révision et de stress. J'ai été invité à le lire à voix haute à la bibliothèque locale. Ma mère a dit qu'elle viendrait. Elle n'est pas venue. Au lieu de cela, ils sont tous allés voir Sarah jouer dans une comédie musicale scolaire, un rôle d'ensemble. Rien de majeur, mais quand même. Elle était si excitée. Maman me l'a dit au téléphone,
sans une once d'excuse dans la voix. Nous ne pouvions pas la laisser tomber. Et moi, je me suis tenu devant une salle remplie d'étrangers et j'ai lu mon cœur à voix haute, seul. J'aimerais vous dire que j'en voulais à Sarah, que je la détestais d'avoir absorbé toute la lumière. Mais la vérité est que je l'aimais peut-être trop. J'ai vu sa douleur quand elle s'est fait larguer par son premier petit ami. Je l'ai ramassée ivre à des fêtes auxquelles elle n'était pas censée assister. Je lui ai prêté de l'argent, du temps et des morceaux de moi-même que je ne pourrais jamais récupérer. Et pourtant, les éloges de la famille résonnaient toujours. Tu es une si bonne sœur, Élise. Nous ne savons pas ce que nous ferions sans toi. Cela ne sonnait jamais comme un compliment. Cela sonnait comme un devoir. Quand je suis parti à l'université, j'ai pensé que les choses pourraient changer. J'étais seul, une étudiante boursière jonglant avec des emplois à temps partiel, étudiant le marketing, construisant enfin quelque chose qui était à moi. Pendant ce temps, Sarah a abandonné le collège communautaire en moins d'1 an et est retournée vivre chez elle. Mes parents n'ont pas bronché. Elle est encore en train de comprendre les choses, ont-ils dit. Tout le monde ne trouve pas son chemin aussi facilement que toi. Je me suis retrouvé à payer mes propres manuels scolaires pendant que Sarah publiait des selfies de festivals de musique qu'elle n'avait pas les moyens de se payer. Quand elle a manqué d'argent et a eu besoin d'un endroit où se cracher, elle m'a appelé. Et comme toujours, j'ai dit oui, parce que c'est ce qu'on m'avait appris à faire. Mais quelque chose en moi avait commencé à changer. Il y avait des fissures qui se formaient dans les fondations, des moments où je faisais une pause avant de répondre à ces appels où je tressaillais à la façon dont mes parents me culpabilisaient encore de ne pas rentrer plus souvent à la maison. Pour la première fois, j'ai commencé à me demander, et moi? Bien sûr, je n'ai pas osé le dire à voix haute. Cette question planait dans l'air comme de la fumée, tacite, mais lourde. Je n'aurais jamais imaginé que le coup de grâce viendrait d'eux, Sarah et Ryan. Mais peut-être aurais-je dû le voir venir. Peut-être que toutes ces années à m'effacer ont appris à tous ceux qui m'entouraient à croire que je continuerais à le faire, peu importe la profondeur de la blessure. Alors, quand mes parents ont dit qu'ils ne viendraient pas à mon mariage à moins que j'invite la sœur qui avait couché avec mon fiancé, je n'ai pas été choqué. J'en avais juste assez parce que j'avais passé toute ma vie à reculer. Mais je ne m'attendais pas à ce que le jour vienne où il me pousserait à bout. Après avoir passé la majeure partie de ma vie à me sentir comme un personnage secondaire dans ma propre famille, l'université a été le premier endroit où je me suis senti vraiment vu. C'était un nouveau départ. Une nouvelle ville, de nouvelles personnes, et pour une fois, pas de Sarah. Pas de parents pour me rappeler qui j'étais censé être. C'est dans cette liberté que j'ai rencontré Ryan. Nous nous sommes croisés à la bibliothèque universitaire, un cliché, je sais, mais réel. J'étais installé dans un coin en train de lire La cloche de détresse, essayant de me perdre dans la voix de quelqu'un d'autre, quand j'ai entendu sa voix calme, posée et curieuse. C'est une lecture difficile pour un mardi matin, a-t-il dit, penchant la tête pour jeter un coup d'œil à la couverture. J'ai levé les yeux en m'attendant à voir un autre type qui en faisait trop, mais Ryan n'était pas comme ça. Il se souciait sincèrement de ce que je lisais. Nous avons fini par parler pendant près d'1 heure de plate, puis de Salinger, puis de poésie, puis du fait qu'il détestait les médias sociaux et préférait les vraies conversations. Il avait cette intelligence tranquille qui n'exigeait pas l'attention. Elle vous attirait simplement. Avec le temps, ce qui avait commencé comme des conversations occasionnelles s'est transformé en promenades tardives, en cafés et en longues discussions sinueuses sur les bancs du parc sur la littérature, la vie et les types d'avenir que nous imaginions chacun. Il écoutait non seulement avec patience, mais avec une réelle attention. Il me donnait l'impression que mes mots avaient de l'importance, et après des années passées à être le personnage secondaire du chaos de Sarah, cela comptait plus que je ne pourrais le dire. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme, nous étions inséparables. Il avait 1 an d'avance sur moi et travaillait déjà pour une petite maison d'édition du centre-ville. Nous avons pris la décision d'emménager ensemble peu de temps après, à la fois pratique et romantique. Le loyer était cher, et nous ne voulions pas passer un jour de plus séparés. Notre appartement n'était pas grand-chose, juste un appartement d'une chambre au 3e étage d'un immeuble de briques vieillissant avec des planchers grinçants et une vue sur la ruelle. Mais pour moi, c'était notre sanctuaire. Nous l'avons rempli de livres, de meubles dépareillés et de routines qui sont devenus de petits rituels. Les dimanches matins avec des crêpes et du jazz. Les mardis soirs, plats à emporter et vieux films, et les soirées tranquilles passées sur le canapé à lire différents livres en nous touchant les pieds. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas le système de soutien de quelqu'un. Je n'étais pas la personne responsable,
la personne fiable, ni celle qui faisait des sacrifices. J'étais juste aimé, désiré et enfin en paix. Bien sûr, la paix ne dure jamais. Pas quand Sarah est impliquée. Elle a commencé à venir plus souvent quand elle a appris que Ryan et moi vivions ensemble. Au début, c'était logique. Elle était à nouveau entre deux emplois, squattait sur des canapés et avait besoin d'un endroit où se cracher pendant quelques nuits. Ryan ne semblait pas s'en soucier. C'est ta sœur, a-t-il dit en haussant les épaules. C'est juste temporaire, alors nous lui avons donné le canapé. Puis le canapé est devenu le plancher de notre chambre quand ses amis l'ont mise à la porte. Puis c'est devenu une semaine, puis 2. Et finalement, Sarah faisait partie de notre vie quotidienne. Elle était toujours joyeuse, toujours enthousiaste. Elle rapportait du vin, préparait des dîners élaborés que nous n'avions pas demandés, laissait des projets artistiques désordonnés sur toute la table de la cuisine et parlait sans cesse de cette nouvelle idée créative qu'elle avait, ou de la grande occasion qui se présentait. Ryan riait à ses blagues. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention à l'époque. Elle était pétillante et extravertie, charmante comme Sarah l'avait toujours été. Mais il y a eu des moments, fugaces, subtils, où je les ai surpris en train d'échanger des regards qui s'attardaient une seconde de trop, ou de rire un peu trop fort à des blagues privées dont je ne faisais pas partie. Pourtant, je me disais que c'était dans ma tête. Après tout, Sarah était ma sœur, et Ryan m'aimait. Je n'avais aucune raison de me méfier. Mes parents adoraient étonnamment Ryan. Nous leur avons rendu visite pour la fête de l'Action de Grâce la première année où nous avons emménagé ensemble, et mon père l'a tout de suite aimé. Ils ont parlé de vieux livres, de films classiques et même de politique sans élever la voix, ce que je ne pensais pas possible dans ma famille. Ma mère nous a observés interagir et m'a murmuré plus tard dans la cuisine, « Tu as de la chance, Élise. » Il était à accent grave-terre, gentil. Nous sommes fiers de toi. Fiers ? Ce mot m'a pris au dépourvu. C'était la première fois que je l'entendais de sa bouche depuis des années. Sarah, bien sûr, était à ce même dîner de la fête de l'Action de Grâce. Elle est arrivée en retard, vêtue d'une robe trop serrée pour une réunion de famille et d'un rouge à lèvres rouge qui a laissé une marque sur son verre à vin. Mais tout le monde a souri. Tout le monde l'a accepté parce que c'est ce qui s'est toujours passé. Plus tard dans la soirée, je l'ai trouvée avec Ryan en train de parler seul sur le porche. Elle riait de quelque chose qu'il avait dit, sa main sur son bras. Il s'est retiré légèrement quand il m'a vu presque trop vite. Cela m'a troublé. Mais je n'ai rien dit parce que pourquoi l'aurais-je fait ? Sarah était ma sœur, Ryan était mon partenaire, et j'étais celle qui faisait toujours de la place. Avec le recul, je me demande si tout a commencé sur ce porche le soir de la fête de l'Action de Grâce. L'air était vif, le genre qui rend votre souffle visible. Et pourtant, quelque chose dans la façon dont Ryan a regardé quand j'ai ouvert la porte. Ce n'est pas le froid qui m'a fait frissonner. Je me suis dit de ne pas trop y penser. J'ai toujours trop pensé aux choses, n'est-ce pas ? C'est ce que Sarah avait l'habitude de dire. Tu dois arrêter de chercher des fantômes, Élise. Tout n'est pas un problème à résoudre, mais les fantômes ont une drôle de façon de se faire connaître. Dans les semaines qui ont suivi, l'amitié entre Ryan et Sarah a semblé s'épanouir en quelque chose de plus familier. Pas romantique, du moins pas ouvertement, mais proche. Trop proche. Ils ont développé un rythme, une sorte de sténographie dont je ne faisais soudainement plus partie. Ils avaient des blagues privées, des références à des émissions qu'ils regardaient quand je n'étais pas à la maison. Des citations de chansons dont je n'avais jamais entendu parler étaient échangées comme des messages codés à travers la pièce. Ryan riait d'une manière nouvelle, plus légère, plus enfantine, comme quelqu'un qui avait trouvé un amusement inattendu dans la vie. Et Sarah, elle se prélassait dedans. Elle imitait ses gestes, le taquinait en agitant ses cheveux, lui cognait l'épaule en passant. C'était subtil. Si vous ne connaissiez ni l'un ni l'autre, vous auriez pu penser qu'ils étaient juste amicaux. Mais je connaissais Ryan. Je connaissais Sarah. Et lentement, j'ai commencé à me sentir comme une troisième roue dans mon propre appartement. Ryan a commencé à sortir plus tard que d'habitude. Le travail, disait-il. La date limite du projet me tue. Ou mon patron m'a demandé une réécriture de dernière minute. Il rentrait à la maison fatigué, distrait, parfois sentant légèrement une eau de Cologne qu'il ne portait pas habituellement. Je lui demandais comment s'était passée sa journée et il répondait en termes généraux, jamais précis, jamais méchant, mais jamais vraiment présent non plus. Il a cessé de faire du café le matin,
a cessé de m'apporter des livres du magasin d'occasion. Les petites choses, ces rituels tranquilles que nous avions construits, tombaient comme des feuilles d'automne dans une tempête. Un soir, j'ai demandé si tout allait bien. Bien sûr, a-t-il dit en souriant avec lassitude. J'ai juste beaucoup de choses en tête. Cela aurait dû me rassurer. Mais ce n'était pas le cas. Sarah, pendant ce temps, semblait plus à l'aise que jamais. Elle portait mes pulls surdimensionnés dans l'appartement, laissait ses carnets de croquis sur le canapé et gardait ses affaires dans notre salle de bain commune comme si elle y vivait en permanence. Elle était toujours là à rire bruyamment de quelque chose que Ryan disait, affalée sur le canapé à côté de lui, volant même ses frites quand nous commandions à emporter. Et Ryan, il ne semblait jamais s'en soucier. Ils ont commencé à cuisiner ensemble quand je travaillais tard, ce qui était notre truc. Je rentrais à la maison avec l'odeur d'ail et de romarin, leur rire se répandant hors de la cuisine comme s'ils appartenaient à un autre couple. Un après-midi, je les ai entendus depuis le couloir pendant que j'ouvrais la porte. Ils étaient dans la cuisine. Sarah a dit quelque chose que je n'ai pas tout à fait compris, mais Ryan a ri. Vraiment ri et a dit, « Tu es impossible. Tu sais ça. » Puis un ton plus doux. Mais je comprends. Ce ton, il n'était pas seulement amical. Il était intime, familier, privé. Je suis resté là avec ma main sur le bouton de la porte pendant une minute entière avant de finalement l'ouvrir. Ils se sont tus dès qu'ils m'ont vu. Sarah a offert un salut fort et joyeux, Ryan, et m'a donné un rapide baiser sur la joue, mais leurs yeux ont clignoté juste un instant, comme des enfants surpris en train de faire quelque chose qu'ils ne devraient pas. J'ai essayé de chasser ça de mon esprit. J'ai essayé d'être raisonnable. C'était ma sœur. C'était l'homme que j'aimais. Il ne le ferait jamais, n'est-ce pas? Mais le doute persistait. Un jeudi soir, j'ai quitté le travail plus tôt. Ma réunion de l'après-midi avait été annulée et j'ai pensé que je ferais une surprise à Ryan en préparant le dîner pour une fois. Cela faisait des semaines que nous n'avions pas partagé un repas ensemble et quelque chose en moi aspirait à la normalité. En montant les escaliers de notre appartement, j'ai entendu de la musique jouer de l'intérieur du groupe préféré de Sarah. J'ai souri en pensant que peut-être elle avait enfin nettoyé après elle. Peut-être que pour une fois, l'appartement n'aurait pas l'air qu'un ouragan l'avait traversé. J'ai ouvert la porte à clé doucement. Personne n'était dans le salon. Puis j'ai entendu du mouvement dans le couloir. La voix de Ryan basse et étouffée, suivie du rire de Sarah. Je me suis tourné vers le son juste à temps pour voir Sarah sortir de la chambre. Notre chambre. Elle a eu l'air surprise de me voir, mais seulement pendant une seconde. « Oh, salut !» a-t-elle dit nonchalamment en repoussant ses cheveux de son visage. « Je ne savais pas que tu étais rentré plus tôt. » Elle portait une des vieilles chemises de flanelle de Ryan ouvertes sur un débardeur. Pieds nus, sans maquillage. L'air était lourd de quelque chose que je ne pouvais pas nommer, mais que je sentais dans mes os. Derrière elle, j'ai vu Ryan debout près du lit tenant une tasse. Il avait l'air nerveux, surpris. « Salut », a-t-il dit, sa voix un peu trop enjouée. Nous étions juste en train de parler. J'ai hoché la tête, essayant de sourire. Bien sûr, en train de parler. Je suis entré dans la cuisine et j'ai posé les provisions sans dire un mot. Mes mains tremblaient en ouvrant le réfrigérateur. Je n'étais pas en colère, pas encore. Ce que je ressentais était pire. De la confusion. Et en dessous de cela, de la peur. La peur que quelque chose soit en train de changer, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer, mais que je serais bientôt obligé de voir. Je me suis dit que j'étais ridicule, que je projetais mes insécurités, que Sarah et Ryan étaient juste proches, que les familles partageaient l'espace, partageaient les vêtements, partageaient les blagues, que faire confiance aux personnes que vous aimez ne devrait pas être si difficile. Alors, j'ai refoulé les doutes. Je les ai enfouis sous des jours chargés, des nuits blanches et les histoires qu'on m'avait toujours racontées, Sarah ne me ferait jamais de mal. Ryan était loyal. La famille passe en premier. Je voulais croire ces choses. J'en avais besoin parce que l'alternative était trop douloureuse à imaginer. Pas encore, pas alors. Le doute est une chose tranquille au début. Il chuchote, vous tape sur l'épaule quand vous vous y attendez le moins. Mais quand il hurle enfin, c'est indubitable. Je n'ai pas cherché la vérité. Pas vraiment. Je voulais toujours croire que l'étrangeté entre Ryan et Sarah n'était qu'un effet secondaire de la proximité, des limites floues et des vies qui se chevauchent.
Les familles étaient compliquées après tout. Les gens se rapprochent trop. Ils franchissent les limites. Mais franchir les limites, ce n'est pas toujours trahir la confiance. C'est ce que je me suis dit jusqu'à l'email. C'était un mardi matin. Je me souviens parce que j'avais une réunion tôt au travail et que je me précipitais vers la porte avec mon sac d'ordinateur portable à moitié zippé et une barre de céréales entre les dents. J'ai réalisé à mi-chemin du train que j'avais laissé ma clé USB à la maison, une vieille habitude que je n'avais pas abandonnée malgré le passage de tout au cloud. Sarah restait toujours avec nous. J'ai pensé qu'elle serait à la maison, alors je lui ai envoyé un texto. « Salut, peux-tu vérifier mon bureau ? Il devrait y avoir une clé USB noire à côté de mon ordinateur portable. Peux-tu m'envoyer le contenu par email ? » Sa réponse a été presque immédiate. « Bien sûr, donne-moi 5 minutes. » Soulagé, j'ai sauté du train et me suis dirigé vers un café voisin pour me connecter et préparer la réunion. Quelques minutes plus tard, l'email est arrivé. Mais ce n'était pas seulement le fichier auquel je m'attendais. La ligne d'objet était étrange. Envoyer Ryan. Pas de ponctuation, pas de contexte, comme si elle était en train de taper et avait appuyé sur envoyer trop vite. Au début, j'ai pensé qu'elle avait fait une erreur. Peut-être qu'elle avait joint le mauvais document. Mais ensuite, je l'ai ouvert. Ce que j'ai trouvé n'était pas une présentation ou un dossier de documents de travail. C'était un brouillon brut et non filtré d'un message qui m'a glacé le sang. Pas de salutation, juste une série de pensées, des demi-phrases, des expressions inachevées, mais assez pour voir ce que c'était, un message destiné à Ryan. Je pense encore au week-end dernier. Tes mains, la façon dont tu as dit mon nom. Je déteste lui mentir, mais c'est tellement bien quand nous sommes ensemble. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons encore faire semblant. Tu me manques. J'ai fixé l'écran, figé. Le monde autour de moi, le café, l'agitation matinale, le faible bourdonnement des voix s'estompait dans le statique. Mes doigts tremblaient. Mon estomac s'est tordu en quelque chose d'inconnaissable. Était-ce réel ? J'ai relu le brouillon encore et encore. À chaque fois, les mots avaient moins de sens et pourtant un sens plus horrible qu'avant. J'avais besoin de réponses, de vraies réponses. J'ai appelé le travail et j'ai dit qu'il y avait une urgence familiale. Je ne me souviens même pas de l'excuse que j'ai donnée. Mon esprit tournait déjà dans une centaine de directions. Je me suis précipité à la maison. Sarah n'était pas là. Ryan ne devait pas rentrer avant des heures. J'avais l'appartement pour moi toute seule et je n'ai pas perdu une seconde. J'ai ouvert l'ordinateur portable de Ryan. Nous partagions tout. Des mots de passe Netflix, des forfaits téléphoniques, un calendrier partagé. Il me faisait confiance. Et je n'avais jamais eu de raison de fouiner auparavant, jusqu'à maintenant. Son email était ouvert. Des messages Slack, des invitations de calendrier, mais rien de tout cela ne me disait ce que j'avais besoin de savoir. Puis je l'ai vu. Une petite fenêtre contextuelle dans le coin. Message synchronisé via iCloud. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai ouvert l'application de messagerie. Les premiers étaient des amis ordinaires, des collègues, mais ensuite j'ai trouvé le fil de discussion. Sarah, des centaines de messages. Flirtant, audacieux, vulgaire d'une manière qui me donnait la chair de poule. Je peux encore te sentir depuis hier soir. Je n'ai pas fermé l'œil. J'aimerais qu'elle ne soit pas à la maison pour que nous puissions finir ce que nous avons commencé. Nous sommes tellement bien ensemble. Je ne me sens pas coupable quand je suis avec toi. N'est-ce pas bizarre ? L'horodatage m'a frappé comme un coup de poing. 6 mois. Il faisait ça depuis 6 mois entiers. Il y avait des photos, des emojis, des surnoms, même des discussions sur moi se moquant de mes routines, de mes habitudes, de la façon dont j'avais toujours le nez dans le travail. Ils avaient créé une deuxième relation parallèle à la mienne dans les murs de ma propre maison. Pendant que je préparais les dîners, pendant que je faisais de la place à Sarah pour rester avec nous pendant que je dormais à côté de Ryan, il se glissait dans quelque chose d'innommable juste sous mon nez. Et maintenant, je ne pouvais plus le dévoir. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis assise en silence pendant ce qui m'a semblé une éternité. Il n'y avait pas encore de larmes, juste un son creux qui résonnait dans ma poitrine, comme le calme après l'effondrement d'un bâtiment. J'ai revu chaque interaction, chaque rire qu'ils ont partagé, chaque fois que Sarah a porté les vêtements de Ryan et a dit que c'était juste confortable,
chaque soir où Ryan est rentré tard et m'a embrassé distraitement. Toutes les pièces se sont assemblées avec une brutalité définitive. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était une orchestration. Ils ont construit ce mensonge brique par brique, moment par moment, et je les ai aidés sans le savoir, oui, mais aidés tout de même. J'avais donné un abri à Sarah. J'avais donné mon cœur à Ryan. Et ils avaient utilisé les deux contre moi. L'hymen n'était pas qu'un accident. C'était le destin. Ou peut-être que Sarah devenait négligente ou voulait se faire prendre. Je ne savais pas. Et à ce moment-là, je m'en fichais parce que la vérité était indéniable maintenant. Ils m'avaient trahi ensemble pendant 6 mois. Je n'ai pas pleuré avant bien plus tard. Pas alors, pas sur le moment. Ce que j'ai ressenti en premier, c'était de la rage, mais le chagrin d'amour allait venir assez tôt. Il arrive un moment où le silence devient insupportable. Quand le poids de la vérité pèse si lourdement contre votre poitrine que vous êtes obligé de faire quelque chose, n'importe quoi, juste pour respirer à nouveau. C'est ce que j'ai ressenti alors que j'étais assis seul dans notre appartement. L'ordinateur portable de Ryan était toujours ouvert à côté de moi, l'écran s'assombrissant toutes les quelques secondes comme si lui aussi voulait oublier ce qu'il m'avait montré. Mais je ne pouvais pas oublier. Je ne le ferai pas. Pas après ce que j'avais lu. Quand j'ai entendu sa clé dans la serrure plus tard dans la soirée, mon cœur ne s'est pas emballé. Il s'est arrêté. Comme un calme avant la tempête, tranquille, étrange, absolu. Il est entré comme si de rien n'était. Les cheveux ébouriffés, la veste négligemment jetée sur un bras. Il m'a regardé assise sur le canapé et a souri. « Salut chérie, tout va bien ?» Je n'ai pas parlé. J'ai pris mon téléphone sur la table basse, j'ai affiché la capture d'écran que j'avais enregistrée du message de Sarah, celui où elle disait que sa façon de la toucher lui manquait, et je l'ai tendu. Ses yeux se sont baissés vers l'écran. La couleur a déserté son visage comme si quelqu'un avait débranché son alimentation sanguine. Il n'a pas parlé pendant longtemps. Puis il a finalement levé les yeux et a demandé faiblement « Où as-tu trouvé ça ?» C'était sa première réponse. Pas de déni, pas de culpabilité, juste une gestion des dommages. De l'ordinateur portable, ai-je dit, ma voix posée, trop posée. Les messages se sont synchronisés. Il a passé une main dans ses cheveux, arpentant déjà la pièce. Ok, écoute, Élise, ce n'est pas ce que ça a l'air. J'ai laissé échapper un rire court et sans humour. S'il te plaît, Ryan, ne m'insulte pas. C'est exactement ce que ça a l'air. Il a commencé à parler vite, de manière décousue. Ça ne voulait rien dire. Je jure que c'est juste. Ça a dérapé. C'était des nuits tardives. Elle était toujours là. Nous parlions et je ne sais pas. Une chose en entraînant une autre. Je l'ai juste regardé fixement. Il a continué. C'était une erreur. C'est tout. Une horrible erreur. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Une erreur, ai-je dit, me levant finalement. Tu appelles 6 mois de mensonges et de manigance une erreur ? Sa bouche s'est ouverte et s'est fermée comme s'il voulait contester la durée, la chronologie. Comme si, en disant que c'était 4 mois au lieu de 6, cela ferait moins mal d'une manière ou d'une autre. Ça n'a pas commencé comme ça, a-t-il dit. Au début, nous parlions juste. Elle se sentait perdue. Tu étais si occupé. J'essayais juste d'être gentil. Tu essayais d'être gentil, ai-je répété. Et ensuite, ta gentillesse s'est promenée dans le lit de ma sœur. Cela l'a piqué. Bien. Il s'est assis lourdement sur le bord de la table basse, les coudes sur les genoux, les yeux fixés sur le sol. Ce n'était pas de l'amour, a-t-il marmonné. Je ne suis pas tombé amoureux d'elle. Alors qu'est-ce que c'était, ai-je exigé. Il a levé les yeux, son expression épuisée, vide. C'était. Je ne sais pas. Du réconfort, une évasion. Elle me faisait me sentir comme quelqu'un d'autre, comme si je pouvais respirer sans toute la pression. Avec toi, j'avais des attentes. Avec elle, c'était juste facile. Facile, ai-je dit, en clignant des yeux. Tu penses que tromper, c'est facile ? C'est censé me faire comprendre ? J'ai perdu le contrôle, a-t-il chuchoté. Les trucs artistiques, la musique, ça nous a connectés. Je ne voulais pas te blesser. J'ai senti mes genoux faiblir, mais je n'allais pas me laisser tomber.
Pas devant lui. Non, ai-je dit doucement. Tu ne voulais pas te faire prendre. Avant qu'il ne puisse répondre, on a frappé à la porte. Et, d'une manière ou d'une autre, avant même que je l'ouvre, je savais que c'était Sarah. Elle se tenait là, l'air décontracté, jean, sweatshirt, pas une trace de honte. Ses yeux ont oscillé de moi à Ryan derrière moi, puis de nouveau vers moi. On peut parler? Je me suis écarté, la laissant entrer, non pas parce que je voulais l'entendre, mais parce que j'en avais besoin. Elle est entrée comme si elle était chez elle, comme si rien ne s'était passé. Et ça, plus que tout, m'a donné envie de hurler. Elle n'a pas attendu que je pose la question. Je suis désolé, a-t-elle dit, d'un ton monocorde. Mais je l'aime. Je n'avais pas prévu que ça arrive, mais c'est arrivé, et je ne vais pas mentir à ce sujet. Voilà. Pas de déni, pas de faux semblant. Juste une confession jetée sur le sol comme un mouchoir usagé. Tu l'aimes, ai-je fait l'écho. Elle a acquiescé. Et je sais ce que tu vas dire. Que j'ai brisé ta confiance. Que j'ai tout gâché. Mais j'ai toujours été la deuxième après toi toute ma vie. J'ai enfin trouvé quelque chose qui était à moi. Quelque chose qui était à toi, ai-je dit, Sarah. C'était mon fiancé. Vous n'étiez même pas fiancé, a-t-elle rétorqué. Ryan a grimacé. J'ai regardé les deux, ma sœur et l'homme avec lequel j'avais autrefois imaginé construire une vie, et j'ai senti quelque chose se fracturer à l'intérieur de moi. Pas se fissurer, se briser, proprement, silencieusement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste retourné, je suis entré dans notre chambre et j'ai sorti un sac de sport. J'ai commencé à faire mes valises. Pas soigneusement, pas avec tristesse, juste efficacement, comme si j'évacuais un immeuble en feu. Ryan m'a suivi. Élise, s'il te plaît, ne fais pas ça. Parlons-en. Nous pouvons réparer ça. Il n'y a rien à réparer, ai-je dit sans le regarder. Tu n'es pas obligé de partir, a-t-il dit, la voix s'élevant légèrement. Je t'ai dit qu'elle ne voulait rien dire. Alors elle ne te manquera pas quand elle sera partie. Il n'a pas eu de réponse. J'ai fermé le sac, j'ai attrapé mes clés et je suis parti, en passant devant Sarah qui se tenait dans le couloir comme un fantôme qui avait obtenu ce qu'il voulait. Je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé chez Emily. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste ouvert la porte, a vu mon visage et a dit, reste aussi longtemps que tu en auras besoin. Et je l'ai fait. Je me suis effondré sur son canapé, engourdi, silencieuse et vidée par une trahison que je n'avais jamais vue venir. Même si maintenant cela semblait si évident, je n'ai pas dormi cette nuit-là. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ne partageais pas mon espace avec des menteurs. Je suis restée silencieuse pendant quelques jours après mon départ. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je ne savais pas encore comment le dire. Mon esprit était encore bouleversé, pris quelque part entre le chagrin et la fureur, l'incrédulité et l'engourdissement. Je dormais sur le canapé d'Emily, je buvais trop de café et je faisais semblant d'aller bien chaque fois qu'elle me le demandait. Mais à l'intérieur, je me défaisais. Finalement, je savais que je devrais le dire à mes parents. Ils allaient le découvrir de toute façon. Mieux valait qu'ils l'apprennent de moi que de Sarah, ou pire, d'une version tordue de la vérité. Alors, un dimanche après-midi, j'ai appelé. Ma mère a répondu en premier. Sa voix était immédiatement inquiète. Élise. Oh, ma chérie. Nous essayons de te joindre. Tu vas bien? Pourquoi n'as-tu pas rappelé? J'ai fait une pause. Même alors, une petite partie de moi voulait protéger les personnes qui ne m'avaient jamais tout à fait protégé. Mais j'ai persévéré. Je suis en train de gérer quelque chose, ai-je dit, quelque chose d'important. Il y a eu un moment de silence à l'autre bout. Et ensuite, que s'est-il passé? Alors je lui ai tout raconté, les messages, la liaison, les 6 mois de tromperie, l'aveu de Sarah, la trahison de Ryan, mon départ, tout. J'ai gardé ma voix calme, factuelle, car si je laissais entrer l'émotion, n'importe quelle émotion, je savais que je m'effondrerais. Le silence qui a suivi s'est étiré si longtemps que j'ai pensé que la ligne avait été coupée. Mais ensuite, elle a parlé doucement, prudemment. Tu es sûr de ça? Cette question? Tu es sûr, ça a fissuré quelque chose en moi. J'ai lu les messages. Maman, ai-je dit plus brusquement que je ne le voulais.
J'ai tout vu. Je les ai confrontés tous les deux. Ils ne l'ont pas nié. Une autre pause. Oh. Oh mon Dieu, a-t-elle chuchoté. Je ne sais même pas quoi dire. Mon père devait être prêt parce que soudain sa voix était aussi sur la ligne. Sévère, tonitruant, confus. Que se passe-t-il? Alors, je l'ai dit encore et encore, j'ai attendu. Quand il a finalement répondu, il avait l'air plus fatigué que fâché. Je n'arrive pas à croire que Sarah ferait une chose pareille. À toi de toutes les personnes. J'ai fermé les yeux, laissant ce bref éclair de justice me submerger, mais cela n'a pas duré longtemps car ce qui a suivi a été pire que le silence. Elle est toujours ta sœur, a dit doucement ma mère. Nous allons lui parler. Peut-être que c'était une erreur. Peut-être que ce n'était pas une erreur, ai-je interrompu. C'était un choix encore et encore. Élise, je ne dis pas que c'est bien. Bien sûr que non. Mais Sarah, elle a toujours été impulsive. Elle ne réfléchit pas à ce qu'elle fait. Et Ryan, ai-je rétorqué. Il était l'adulte dans la pièce, n'est-ce pas? Ou est-ce qu'on lui pardonne aussi parce que Sarah avait besoin de réconfort? Mon père a expiré bruyamment. Ne compliquons pas plus les choses qu'elles ne le sont. Nous sommes une famille. Nous devons trouver un moyen d'aller de l'avant. C'était ça. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ils n'appelaient pas pour comprendre ce qui s'était passé. Ils appelaient pour réparer les dégâts, pour les atténuer, pour mettre un pansement sur une blessure au couteau et prétendre que tout pouvait redevenir normal. Vous ne comprenez pas, ai-je dit, ma voix se brisant. Elle ne m'a pas seulement trahi. Vous l'avez fait en ce moment. En agissant comme si c'était quelque chose que je devrais juste dépasser. Nous ne prenons pas parti, a dit rapidement ma mère. Si, vous le faites, ai-je chuchoté. Vous venez de choisir le sien. Il y a eu une pause et puis cette phrase. Cette phrase que je n'oublierai jamais. Sarah est fragile, Élise. Elle a des difficultés. Tu as toujours été la plus forte. Peut-être. Peut-être peux-tu trouver dans ton cœur de lui pardonner. Cette phrase a frappé plus fort que la trahison elle-même parce qu'elle a confirmé tout ce que j'avais toujours su mais que je n'avais jamais voulu croire. Il ne me voyait que comme celle qui pouvait endurer. Alors, quand la douleur arrivait, il me la donnait. Quand quelqu'un avait besoin d'être sacrifié, il me choisissait parce qu'il pensait que je survivrais. Mes parents ne me demandaient pas de pardonner. Ils me demandaient de porter le poids des choix de Sarah pour qu'elle n'ait pas à le faire. Et ils l'ont enrobé dans le langage de la famille. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. L'appel ne s'est pas terminé par une résolution, mais par ma mère disant, s'il te plaît, réfléchis-y. Ne détruis pas ta relation à cause de ça. Nous te supplions d'envisager une réconciliation. J'ai raccroché et puis j'ai craqué. Pas parce que j'avais perdu Ryan, pas à cause de Sarah, mais parce que les personnes qui étaient censées me protéger du monde m'avaient plutôt livré à lui. Cette nuit-là, je me suis assise sur le porche d'Emily, enveloppée dans une couverture, regardant les étoiles à travers des yeux brouillés. Et j'ai dit quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire. Je ne pense pas que j'ai encore une famille. Emily n'a pas argumenté. Elle n'a pas essayé de réparer la situation. Elle a juste mis son bras autour de mon épaule et a dit, alors tu peux avoir la mienne. Et d'une manière ou d'une autre, cette seule phrase a fait plus pour me guérir que tous les appels, toutes les excuses et toutes les attentes tordues du sang ne l'avaient jamais fait. Les jours qui ont suivi cet appel téléphonique ont été calmes, mais pas d'une manière paisible. C'était le genre de silence qui pèse sur ta poitrine comme un poids lourd de choses non dites. J'ai arrêté de répondre aux appels de mes parents. Je ne les ai pas bloqués, pas encore, mais j'ai laissé chaque sonnerie aller à la messagerie vocale. J'avais besoin de temps, d'espace, et plus que tout, j'avais besoin qu'ils comprennent que ce qu'ils me demandaient n'était pas le pardon. C'était la capitulation. Mais bien sûr, ce n'était pas ce qu'ils entendaient. Au lieu de cela, ils ont pris mon silence pour de la défiance. Et quand les gens se sentent défiés, ils ripostent. Une semaine plus tard, une enveloppe est arrivée à l'appartement d'Emily. Pas une lettre, pas une carte, juste une feuille de papier d'imprimante pliée glissée dans une simple enveloppe avec mon nom écrit dans la belle écriture penchée de ma mère. À l'intérieur, il y avait 5 courtes lignes. Nous t'aimons. Nous voulons être là pour ton grand jour, mais exclure ta sœur ne fera qu'aggraver cette rupture. Nous te demandons de reconsidérer, sinon nous n'assisterons pas au mariage.
S'il te plaît, appelle-nous. C'était tout. Pas d'excuses, pas de regrets, juste une douce menace enveloppée dans le langage de l'amour. Je l'ai montré à Émilie. Elle l'a lu 2 fois, puis me l'a rendu avec un soupir. Il pense vraiment que ça va marcher. Il pense que je vais me plier comme je l'ai toujours fait. Elle n'a rien dit. Elle n'avait pas à le faire. Plus tard cette nuit-là, je me suis assise sur le sol de son salon, entouré d'échantillons de couleurs et de listes de choses à faire pour le mariage, et j'ai réalisé que mes parents essayaient de transformer mon mariage, le seul morceau de joie qui me restait, en un champ de bataille. Et ils n'en avaient pas encore fini, parce que 2 jours plus tard est venu le deuxième coup dur. J'étais chez le fleuriste en train de finaliser les centres de table quand mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, j'ai répondu. Peut-être qu'une partie de moi espérait qu'ils appelaient pour s'excuser, mais non, c'était mon père. Sa voix était calme. Trop calme. Nous avons parlé, a-t-il dit. Et ta mère et moi pensons que peut-être Émilie n'est pas la meilleure personne pour se tenir à tes côtés le jour de ton mariage. J'ai figé. De quoi parles-tu? Eh bien, a-t-il continué, ce n'est pas un secret qu'Émilie a été un coin entre toi et la famille. Nous savons qu'elle te donne des conseils. Des conseils qui ne font que t'éloigner davantage. Peut-être que quelqu'un de la famille devrait être ta demoiselle d'honneur. Cela pourrait t'aider à reconstruire les choses. J'ai failli rire. Pas par humour, mais par incrédulité. Vous voulez que je désinvite la seule personne qui m'a réellement soutenu à travers tout ça pour la remplacer par la personne qui m'a trahi? Personne ne dit remplacer, a-t-il dit rapidement. Mais les apparences comptent, ma chérie. Et peut-être que la présence d'Émilie complique les choses. Voilà, le deuxième ultimatum. Non seulement il voulait Sarah au mariage, mais il voulait Émilie en dehors. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a craqué. Pas fort, pas dramatique, juste définitif. Vous savez quoi, papa, ai-je dit, ma voix glaciale. Vous n'arrêtez pas de dire que vous ne prenez pas parti, mais tout ce que vous avez dit et fait prouve que vous l'avez déjà fait. Vous l'avez choisi. Celle qui a menti. Celle qui a détruit ma confiance, mon avenir. Vous l'avez choisi parce qu'il est plus facile de pardonner la tempête que de rester avec celle qui a été laissée dans ses décombres. Il a essayé d'interrompre, mais je ne l'ai pas laissé faire. Émilie ne m'a pas éloigné. Vous l'avez fait. Quand vous avez décidé que garder Sarah à l'aise était plus important que de rester aux côtés de la fille qui saignait. Ce n'est pas juste, a-t-il dit. Non, ai-je chuchoté. C'est exactement juste. Puis j'ai raccroché et cette fois je n'ai pas attendu que le téléphone sonne de nouveau. J'ai envoyé un texto aux deux. Si vous ne pouvez pas respecter ma douleur, vous n'avez pas de place dans ma joie. Ne me contactez plus au sujet du mariage. Quand je dis que j'en ai fini, je le pense. Cette nuit-là, je les ai retirés de la liste des invités. J'ai supprimé leurs espaces réservés pour la mère de la mariée et le père de la mariée dans le plan de table. J'ai appelé l'organisatrice et je lui ai demandé de réaffecter leurs chaises. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas enragé. Je me suis juste assise sur le canapé d'Émilie en sirotant du thé et en laissant la dernière pièce se mettre en place. Je ne quittais pas ma famille. Ils m'avaient déjà quitté. Au fil des jours, je pouvais sentir la guerre froide commencer vraiment. Plus de lettres, plus d'appels, juste du silence. Ma famille élargie a commencé à chuchoter. Certains ont tendu la main maladroitement, en contournant le sujet, mais j'ai tenu bon. S'ils choisissent la trahison plutôt que les limites, ils choisissent aussi l'exil. Et alors que je mettais à jour la liste des RSVP et que je finalisais le calendrier des demoiselles d'honneur, j'ai regardé l'espace vide où les noms de mes parents étaient autrefois. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai ressenti de la clarté. Vivre avec Émilie n'était jamais censé être permanent. J'avais initialement prévu de rester juste quelques nuits, suffisamment longtemps pour me vider la tête, peut-être trouver une location temporaire, mais ces quelques nuits sont tranquillement devenues des semaines. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de survivre. J'avais l'impression de respirer à nouveau. Émilie ne m'a jamais fait m'expliquer. Elle n'a pas exigé de réponse ou de calendrier. Elle m'a donné de l'espace quand j'en avais besoin, s'est assise avec moi quand je me suis effondré et m'a rappelé sans mots que tous ceux que j'aimais ne choisiraient pas de partir. Sa maison est devenue mon havre. Non pas parce qu'elle était chic, elle ne l'était pas, mais parce qu'elle était chaleureuse, sûre, humaine.
Certains soirs, nous nous blottissions sur le canapé avec de vieux films et de la crème glacée. D'autres, elle me persuadait de venir à de petits rassemblements avec des amis juste pour que je n'oublie pas comment rire. C'est lors d'une de ces soirées discrètes que j'ai rencontré Alex. Je n'attendais pas grand-chose. Émilie m'avait traîné à un barbecue dans le jardin d'un ami. J'avais à peine touché à mon assiette, sirotant surtout du thé sucré et acquiesçant à des conversations auxquelles je n'étais pas tout à fait présente jusqu'à ce qu'il s'assoie en face de moi. Il n'y avait rien de tape à accent grave-l'œil chez Alex. Pas de grands gestes ou de phrases préparées. Il s'est présenté avec une poignée de main chaleureuse et un sourire légèrement tordu. Il a dit qu'il était professeur d'anglais au lycée. Nous avons commencé à parler de littérature de toutes choses. Pour la première fois depuis Ryan, le sujet ne m'a pas fait mal. Il a fait une blague sur le fait que les adolescents pensaient qu'Hemingway était ennuyeux et sur le fait qu'il était secrètement d'accord avec eux. J'ai ri sincèrement. Alors, que lis-tu quand tu n'assignes pas de dissertation, ai-je demandé. De la poésie surtout, a-t-il dit. Le genre qui est trop émotionnel pour être enseigné. Je me souviens l'avoir regardé fixement pendant un moment trop long. Surprise par l'honnêteté. C'était la première nuit où j'ai remarqué à quel point la gentillesse semblait inconnue quand elle n'était pas suivie de manipulation. Je ne suis pas tombée amoureuse de lui cette nuit-là. Je n'ai même pas pensé à sortir avec quelqu'un. La romance était la chose la plus éloignée de mon esprit. Mais je me souviens avoir pensé qu'il était en sécurité et qu'en ce moment, c'était suffisant. Nous avons commencé à nous rencontrer plus souvent. Parfois, c'était juste le groupe qui traînait ensemble. Parfois, c'était Émilie qui oubliait commodément qu'elle avait invité Alex à dîner aussi. Il n'a jamais fouillé, n'a jamais demandé ce qui m'était arrivé. Mais je savais qu'il en avait entendu des parties par des amis communs. Pourtant, il ne m'a jamais traité comme si j'étais brisée, juste prudente, douce d'une manière qui ne me faisait pas me sentir fragile, mais plutôt respectée. Petit à petit, les murs que j'avais construits si haut ont commencé à montrer des fissures. Non pas parce qu'il les a démolis, mais parce qu'il a attendu patiemment à l'extérieur. Je me souviens d'un soir, des semaines après notre première rencontre, assise sur la balançoire du Porsche d'Émilie avec lui pendant que les cigales bourdonnaient dans l'air chaud. Je lui ai dit que je ne savais pas si je pouvais faire confiance à nouveau à qui que ce soit, que je n'étais pas prête pour quoi que ce soit de sérieux. Il n'a pas bronché. Alors nous ne serons pas sérieux, a-t-il dit. Nous serons juste ce dont tu as besoin. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'allais le laisser entrer. Il n'était pas Ryan, et Dieu merci pour ça. Il n'y avait pas de grandes promesses romantiques, pas d'illusion de perfection, juste quelqu'un de prêt à s'asseoir en silence quand les mots étaient trop lourds. Avec le temps, je me suis retrouvé à sourire davantage, à mieux dormir, à me réveiller sans la douleur qui avait élu domicile dans ma poitrine. Et peut-être le plus important, j'ai arrêté de vérifier mon téléphone, d'attendre des messages qui n'arriveraient jamais. Mes parents n'ont jamais appelé. Sarah n'a pas écrit. Ryan est resté un fantôme, et j'étais enfin d'accord avec ça. Émilie a observé le changement en moi comme une sœur fière. Elle ne l'a jamais dit à voix haute, mais je pouvais le voir dans ses yeux, le soulagement, l'espoir prudent. Un soir, elle a sorti une bouteille de vin rouge et a porté un toast au nouveau départ. Au nouveau chapitre, a-t-elle dit. J'ai levé mon verre. Et aux anciens que nous sommes assez forts pour fermer. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas seulement l'impression d'être un personnage dans la tragédie de quelqu'un d'autre. J'avais l'impression d'être l'auteur de mon propre prochain acte. Planifier un mariage n'a jamais été sur ma liste de rêves après ce qui s'était passé. En fait, si vous m'aviez dit il y a un an que je descendrais l'allée avec quelqu'un qui m'aimait vraiment après la trahison, les mensonges, le chagrin d'amour, j'aurais ri et je vous aurais dit que vous étiez fou. Mais j'étais là. Alex et moi étions fiancés. Le genre de fiançailles qui n'avait pas besoin d'être bruyant ou tape à accent grave-l'œil pour être réel. Nous avions traversé suffisamment de tempêtes pour savoir que l'amour n'était pas une question de bague ou de liste d'invités. Il s'agissait de se choisir chaque jour, tranquillement, honnêtement. Tout se mettait magnifiquement en place. Le lieu était une vieille grange charmante avec des guirlandes lumineuses, des poutres en bois et des ciels ouverts. Émilie était ma demoiselle d'honneur, bien sûr, et notre cercle restreint d'amis s'était rallié autour de nous comme une famille, car dans tous les sens qui comptaient, ils étaient la seule chose qui n'était pas parfaite. Mes parents, je ne leur avais pas parlé depuis plus d'un an. Pas depuis qu'ils avaient lancé leur ultimatum. Soit j'invitais Sarah au mariage, soit ils ne viendraient pas. Ils avaient tenu leur promesse.
Pas d'appel, pas de visite, silence radio. Et j'avais tenu la mienne. J'ai construit ma vie sans eux. Tranquillement, douloureusement, mais avec détermination. Alors, quand j'ai vu la lettre dans la boîte aux lettres, une écriture manuscrite cursive familière, j'ai su exactement de qui elle venait avant même de l'ouvrir. L'enveloppe était de couleur crème, le genre que ma mère utilisait pour les cartes d'anniversaire et les notes de remerciement. À l'intérieur, il y avait une page pliée avec des mots qui m'ont secoué plus que je ne m'y attendais. Ma douce chérie, commençait-elle. Tu nous manques. Nous t'avons donné de l'espace parce que nous pensions que tu avais besoin de temps. Mais avec ton mariage qui approche, nous sentons que c'est notre chance de remettre les choses en ordre. Sarah s'est excusée. Elle est en thérapie. Elle reconstruit sa vie. Nous savons qu'elle a fait une erreur, mais elle est toujours ta sœur. Nous espérons que tu considéreras cela comme une chance non seulement de guérir, mais aussi de rassembler à nouveau notre famille. S'il y a de la place pour le pardon, il y a de la place pour nous. S'il te plaît, ne ferme pas la porte pour toujours. Il n'y avait pas de « nous sommes désolés ». Pas d'aveu de ce qu'ils avaient mal fait. Seulement une supplique enveloppée de pression émotionnelle et de culpabilité sucrée. Une supplique pour pardonner pour leur confort, pas pour ma guérison. Je me suis assise avec cette lettre pendant des heures. Je l'ai relue encore et encore. Puis j'ai sorti un stylo et du papier et j'ai écrit ma propre lettre en retour. Chère maman et papa, j'ai lu votre lettre. Je comprends votre désir que les choses reviennent à la normale. Mais la normale a disparu. Elle est morte le jour où vous m'avez dit que la trahison de Sarah était quelque chose que je devrais ignorer pour le bien de la famille. Vous m'avez demandé de pardonner sans excuse. D'inviter quelqu'un qui m'a fait du mal au jour le plus sacré de ma vie, non pas parce que c'est juste, mais parce que c'est plus facile pour vous. La famille ne concerne pas le sang. Elle concerne le respect, la loyauté, la sécurité, et vous avez échoué à me donner tout cela quand j'en avais le plus besoin. Je n'inviterai pas Sarah au mariage, et je ne vous inviterai pas non plus. Pas parce que je vous déteste, mais parce que je m'aime enfin assez pour arrêter de laisser la culpabilité dicter mes limites. Mon mariage est une célébration de l'amour, pas une réunion de douleurs non résolues. Je vous souhaite la paix, mais vous ne serez pas là. J'ai plié la lettre, je l'ai placée dans une enveloppe et je l'ai déposée dans la boîte aux lettres sans broncher. Cette nuit-là, j'ai pleuré non pas de regret, mais de libération. Il y a une étrange sorte de chagrin qui survient quand tu réalises que ta famille ne sera jamais ce dont tu avais besoin. Et une sorte de force encore plus étrange quand tu acceptes cela et que tu construis quelque chose de mieux de toute façon. Alex ne m'a jamais fait pression concernant la liste des invités. Il m'a laissé prendre les devants. Et quand je lui ai dit que je n'invitais pas mes parents ou Sarah, il n'a pas demandé pourquoi. Il a simplement dit, bien. Tu mérites la paix le jour de ton mariage. Les semaines ont passé et les RSVP sont arrivés. Mes parents n'ont jamais répondu. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils le fassent. Mais cette fois, je n'attendais pas. J'avais déjà choisi ma vraie famille. Ceux qui se sont tenus à mes côtés quand les choses sont devenues laides. Ceux qui ne m'ont pas demandé de sourire à travers la douleur juste pour mettre les autres à l'aise. Le matin de mon mariage est arrivé tranquillement. Pas de chaos, pas de cris à travers les pièces, pas de crise de dernière minute, juste le doux bourdonnement de la musique, l'odeur des fleurs fraîches et le son du rire d'Émilie résonnant dans le couloir pendant qu'elle s'assurait que le traiteur n'était pas en retard. Je me suis tenu devant le miroir dans ma loge, regardant fixement mon reflet dans une robe que je pensais autrefois porter devant mes parents, mon père me donnant, ma mère ajustant mon voile. Mais ce n'est pas ainsi que cette histoire s'est déroulée. Et honnêtement, j'étais d'accord avec ça. Émilie a jeté un coup d'œil, tenant une tasse de thé fumante et un sourire nerveux. « Tu es prête ?» a-t-elle demandé. J'ai acquiescé. Presque, ai-je chuchoté, me détournant du miroir. Elle s'est approchée, a lissé la dentelle sur ma manche, puis a croisé mon regard dans le reflet. « Tu es belle » a-t-elle dit. « Et tu n'es pas seule. » Sa voix a légèrement tremblé à la fin de cette phrase, et c'est alors que je l'ai sentie, une chaleur dont je ne savais pas avoir besoin. Elle n'était pas seulement ma demoiselle d'honneur. Elle était ma vraie sœur dans tous les sens où Sarah ne pourrait jamais l'être. Il n'y a pas eu de grand discours sur la famille qui manque ce matin-là. Pas de sanglots silencieux sur ce qui aurait pu être. La vérité était que personne ne les a mentionnés du tout parce qu'ils ne manquaient à personne. Tous ceux qui comptaient étaient déjà là. La cérémonie a eu lieu à l'extérieur sous une canopée d'arbres illuminés de guirlandes lumineuses,
le soleil filtrant à travers les feuilles comme s'il nous bénissait. Les chaises étaient remplies d'amis qui étaient devenus une famille. Les sourires étaient faciles. Les larmes coulaient librement, mais pas de tristesse. Alors que la musique commençait, mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai pris une profonde inspiration. C'est alors qu'Émilie m'a tendu la main. Prête à descendre cette allée, a-t-elle demandé, les yeux brillants. J'ai hésité juste un instant. En grandissant, j'ai toujours pensé que ce serait papa à mes côtés. Mais maintenant, alors qu'Émilie passait son bras dans le mien et me donnait le genre de regard rassurant que seul quelqu'un qui connaissait vraiment ma douleur pouvait me donner, j'ai réalisé quelque chose qui m'a presque fait pleurer. Cela me semblait juste. Alors que nous descendions lentement l'allée, tout le monde s'est levé. Mais ce que j'ai le plus remarqué, ce n'était pas les flashs des appareils photo ou les fleurs, ni même Alex à l'hôtel. Ce que j'ai remarqué, c'était la paix. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de tension. Pas d'attente qu'une chaussure tombe. Pas d'anxiété quant à savoir qui pourrait dire quoi. Pas de pression pour sourire à travers la douleur. Juste de l'amour. Un amour simple, inconditionnel, réel. Alex m'a regardé comme personne ne l'avait jamais fait auparavant, comme si j'étais l'endroit le plus sûr qu'il ait jamais connu. Et j'ai réalisé que je n'avais besoin d'être donné par personne parce que je n'avais pas été transmise comme une tradition. J'avais choisi cette vie. Les vœux étaient émouvants. Alex a promis de ne plus jamais me faire sentir deuxième après personne. J'ai promis d'arrêter de me réduire juste pour maintenir la paix. Nous avons tous les deux pleuré, et la moitié de la foule aussi. Il n'y a pas eu de mention de famille ce jour-là. Mais quand Émilie a porté un toast lors de la réception, elle a dit, une phrase que je n'oublierai jamais. La famille, ce n'est pas qui partage ton nom. C'est qui se tient à tes côtés quand ton monde s'écroule. Tout le monde a applaudi. Certains ont pleuré. J'ai juste serré sa main sous la table et j'ai chuchoté. Merci, a-t-elle répondu. Toujours. Plus tard dans la soirée, alors que nous dansions notre première danse sous les étoiles, j'ai regardé autour de moi les gens qui nous entouraient. Des gens qui avaient choisi de nous aimer, de nous soutenir, de croire en notre bonheur. Pas une seule personne n'a demandé « Où sont ta mère et ton père ?» Personne n'a chuchoté à propos de Sarah parce que personne ne s'en souciait. Pas de manière amère, mais de manière guérissante. Ils savaient que ce jour ne concernait pas qui n'était pas là. Il concernait qui est resté. Alors que la nuit touchait à sa fin, le rire ne s'est jamais estompé. La musique jouait doucement maintenant, et les gens sirotaient du café, regardaient les bougies scintiller et souriaient. Je me suis tenu à l'écart pendant un moment, regardant Alex rire avec un de ses oncles et Émilie maîtriser les petites filles qui lançaient des fleurs. C'est alors que ça m'a frappé. Je me sentais légère. Pendant si longtemps, j'ai porté le poids des liens familiaux brisés, des attentes que je ne pourrais jamais satisfaire, de la trahison et de la honte. Et maintenant, je ne ressentais que de la joie. Non, mes parents n'étaient pas là. Sarah non plus. Mais je n'avais pas besoin d'eux pour me sentir entière. En fait, je me sentais entière parce que j'avais choisi de ne pas les laisser entrer. Pas par haine, mais par respect de soi. Et alors que les étoiles clignotaient en vue et que la dernière chanson de la nuit jouait, j'ai chuchoté quelque chose que seul le vent pouvait entendre. Pour la première fois, je me sens libre sans eux. Et c'était vrai. La vie a une étrange façon de s'équilibrer. Tu ne le vois pas toujours tout de suite. Parfois, cela prend des mois, voire des années. Mais finalement, ce qui est brisé trouve un moyen de s'effondrer entièrement. C'est exactement ce qui s'est passé avec Sarah et Ryan. Quelques mois après mon mariage, leur relation est devenue publique. Non pas par une annonce ou une publication joyeuse sur les médias sociaux, mais par des chuchotements, des regards de côté et des réunions de famille maladroites de ceux qui entretenaient encore l'idée de les inviter. Les gens ne les ont pas célébrés. Ils n'ont pas reçu le genre d'attention amoureuse qu'ils auraient pu attendre. Au lieu de cela, ce qu'ils ont obtenu, c'est le silence. Un silence froid, fort, accablant. La famille élargie a ignoré leurs photos. Des amis ont cessé de les suivre. D'anciens collègues ont cessé de les contacter parce qu'au fond, tout le monde savait comment leur relation avait commencé. Ryan a perdu son emploi environ 3 mois après qu'il se soit affiché publiquement. Il travaillait dans une entreprise respectable où l'image comptait. Au début, sa vie personnelle n'avait été que ça, personnel. Mais des chuchotements ont commencé à flotter après qu'un de ses collègues ait découvert qu'il avait quitté sa fiancée pour sa jeune sœur.
Les ressources humaines se sont impliquées, non pas parce que c'était un crime, mais parce que ce n'était pas professionnel. Peu de temps après, il a été renvoyé discrètement, l'entreprise invoquant le besoin de restructurer le département, mais nous savions tout ce que cela signifiait. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il avait accepté un emploi 2 échelons en dessous et travaillait de nuit pour la première fois depuis des années. Sarah, de son côté, n'a pas duré longtemps dans ce fantasme d'amour interdit non plus. Au début, elle l'a défendu auprès de tout le monde, a dit à notre famille élargie qu'ils étaient destinés à être ensemble et qu'ils avaient trouvé l'amour au mauvais endroit, mais au bon moment. Personne n'y a cru, pas même elle. 6 mois plus tard, elle a posté une citation vague et triste sur Instagram à propos d'un chagrin d'amour. 2 semaines plus tard, elle a supprimé toutes les photos de lui. Et puis, la vérité est sortie, s'infiltrant par des amis communs comme du vin renversé sur un tapis blanc, collant, désordonné et impossible à nettoyer. Il ne parlait que d'elle, vous savez, aurait dit Sarah, en faisant référence à moi. Je pensais pouvoir être ce qu'elle n'était pas, mais il s'est juste servi de moi pour rester près de sa mémoire. Cela aurait été satisfaisant si ce n'était pas si pathétique. Ils avaient détruit mon monde, brisé la confiance, ruiné des relations, rompu des liens familiaux, tout ça pourquoi ? Une relation ratée qui n'a jamais eu de chance. Ils n'étaient pas des âmes sœurs. C'était juste 2 personnes égoïstes qui ont confondu le frisson avec l'amour. Et alors que je profitais des week-ends avec Alex, que j'organisais des dîners avec Émilie, que je construisais une vie tranquille et belle, j'ai appris un jour par ma cousine que ma mère avait été hospitalisée. Ce n'était pas physique. C'était la dépression. Selon la lettre de papa, oui, une lettre, pas un appel. Elle avait cessé de bien manger, quittait à peine sa chambre et refusait de parler à qui que ce soit sauf Sarah, qui était trop prise dans son propre drame pour l'aider. Apparemment, perdre ses 2 filles, l'une à cause d'un scandale, l'autre à cause du silence, lui avait brisé l'esprit. La lettre de papa était manuscrite, tremblante. Elle commençait par « Je ne m'attends pas à être pardonné, mais je vous dois la vérité ». Il parlait de la façon dont lui et maman pensaient qu'il protégeait la famille en essayant de nous maintenir tous ensemble, de la façon dont il n'avait jamais imaginé que Sarah irait aussi loin et de la façon dont il voulait juste la paix. Mais nous avons choisi la mauvaise fille à défendre, a-t-il écrit. Et au moment où nous l'avons réalisé, nous vous avions déjà perdu. Cela aurait dû me faire pleurer. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'était de l'immobilité. Il a terminé la lettre en demandant si je pouvais envisager de rendre visite à ma mère à l'hôpital. Pas pour eux, mais pour elle. Et pendant un bref instant, j'ai failli le faire. Mais ensuite, je me suis souvenu d'être assise seule le jour de mon mariage, regardant le dos d'un banc d'église vide où mon père aurait dû se tenir. Je me suis souvenu de la fête d'anniversaire que Sarah a ruinée, des dîners de famille où j'étais invisible. Des ultimatums déguisés en maintien de la paix. Et j'ai réalisé qu'il ne m'avait pas perdu maintenant. Il m'avait perdu bien avant. Certaines trahisons prennent des années à s'installer. Certaines guérisons prennent encore plus de temps à commencer. Mais voici la vérité. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin de crier ou de publier des choses à leur sujet ou de supplier pour des excuses. J'avais juste besoin de bien vivre sans eux. Et c'est exactement ce que je faisais. Certaines personnes pensent que la vengeance signifie le feu et la fureur. Des portes claquées, des voix élevées et des ponts brûlés. Mais plus je vieillis, plus je réalise qu'il n'y a pas de plus grande vengeance que de vivre une vie qu'ils ne peuvent pas toucher. Plus d'explications, plus de défense, plus de supplications pour que quiconque comprenne pourquoi je suis parti. Juste la paix. Les mois ont passé. Ma nouvelle vie n'était pas parfaite, mais elle était à moi. Alex et moi avons commencé un petit jardin derrière notre maison. Quelque chose que je n'aurais jamais imaginé aimer, mais que j'aime maintenant profondément. Regarder les choses pousser sous tes soins, ça te change doucement. J'ai laissé le marketing derrière moi et j'ai recommencé à écrire. Pas de la fiction, mais des réflexions, des essais, des lettres, des morceaux de moi que je n'avais jamais partagés auparavant. Émilie a été la première à suggérer que je les publie. J'ai ri à cette idée. Qui lirait ça ? Ai-je demandé. Des gens qui ont été blessés, a-t-elle dit. Des gens qui ont besoin d'entendre qu'il est normal de se choisir. Elle avait raison. J'ai auto-publié un court livre, juste 120 pages. Le silence n'est pas faible, guérir quand on a été trahi. À ma surprise, cela a résonné. Des emails ont afflué de femmes, de veufs,
de divorcés, de personnes qui s'étaient choisies après des années de culpabilité et de silence. Ils ont dit que mon histoire les avait aidés à prendre la parole, les avait aidés à partir, les avait aidés à réaliser qu'ils n'avaient pas tort d'avoir mal. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti vu. Non pas pour être une bonne fille ou une sœur tranquille, mais pour être moi. Finalement, j'ai commencé à parler lors d'événements locaux, pas souvent, juste 1 ou 2 fois par mois. Je me suis associé à un petit organisme à but non lucratif qui soutenait les femmes qui reconstruisaient leur vie après un traumatisme émotionnel. Nous avons organisé des ateliers, des soirées d'écriture de journaux, même un petit fonds de bourse d'études pour les femmes qui retournaient à l'école plus tard dans la vie. Rien de tout cela n'était glamour, mais chaque fois que quelqu'un venait après une conférence et chuchotait merci, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la fierté. Pas le genre fort et tape à accent grave-l'œil, mais le genre stable et ancré. Le genre qui vient de survivre sans devenir amer. Je n'ai jamais revu Sarah. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle avait déménagé dans un autre état. Certains disent qu'elle va mieux. D'autres disent que ce n'est pas le cas. Je ne sais pas. Je n'ai pas besoin de le savoir. Ryan a complètement disparu de mon monde. Mes parents toujours silencieux. Je n'ai jamais répondu à la lettre de papa. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être que je ne le ferai pas. Mais le pardon n'est pas une porte que je garde verrouillée. C'est juste une que je ne suis pas prête à ouvrir. Et c'est bien parce que je ne suis plus la fille qui avait besoin que tout le monde l'aime pour se sentir entière. Je ne suis pas la femme qui supplie pour avoir une place à la table familiale. J'ai construit une nouvelle table avec des gens qui apportent la paix, pas la pression, qui se présentent, pas qui ne font que parler. À l'anniversaire de mon mariage, je me suis assise sur le porche arrière avec une tasse de thé et j'ai ouvert mon ancien journal. Celui que je n'avais pas touché depuis cette nuit-là, je me suis enfui chez Émilie avec rien d'autre qu'un sac de sport et un cœur brisé. Et j'ai écrit ces mots à quiconque a déjà déposé ces morceaux aux pieds de quelqu'un d'autre. Arrêtez. Ramassez-les. Gardez-les près de vous. Protégez-les comme si votre vie en dépendait parce que c'est le cas. Vous n'êtes pas dramatique en vous éloignant de ceux qui vous font du mal. Vous n'êtes pas froid en protégeant vos limites. Vous n'avez pas tort de dire assez. Vous avez le droit de choisir la paix même si cela signifie la choisir seule. Vous avez le droit de guérir, de passer à autre chose, de vivre sans culpabilité. Vous avez le droit d'être heureux même s'ils ne s'excusent jamais. Vous n'avez pas à être leur sœur, leur fille ou leur amie. Si être cela signifie vous trahir vous-même, vous ne devez à personne votre pardon. Mais vous devez votre liberté. Cette entrée est devenue la dernière page de mon 2e livre. Ce n'était pas une histoire de vengeance. C'était une renaissance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Si cette histoire vous a ému de quelque manière que ce soit, si elle vous a fait vous sentir vu, entendu ou moins seul, je vous invite à faire une chose. Laissez un commentaire. Racontez-nous votre histoire, votre douleur, votre guérison. Vous ne savez jamais qui pourrait la lire et trouver de la force dans vos mots. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies, plus de vérité, plus de moments où les tranquilles peuvent être entendus. Parce qu'ici, votre voix compte. Que cela vous serve de rappel. Parfois, la vengeance la plus puissante est de n'en jamais avoir besoin.